Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Chers amis des grandes interviews de Germain Kwasi, je vous salue. Je reçois aujourd'hui un frère qui est du FPI. Comme vous le savez, Ivoire TV, c'est la télé de tout le monde. C'est une télé qui est ouverte à tout le monde. Nous avons reçu tout le monde, le PDCI, le RDR, le RHDP et bien sûr le FPI, pas mal de fois sur nos antennes ici. Et par rapport à la situation sociopolitique, au contexte actuel de la Côte d'Ivoire, je reçois un frère. Nous allons discuter, comme j'ai l'habitude de le dire, de notre pays, de la Côte d'Ivoire, qui nous tient tous à cœur, car nous avons une seule Côte d'Ivoire. Il va se présenter à vous, et puis nous allons discuter un peu de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, du FPI, du RHDP, du nouveau gouvernement, de tout. Et nous allons discuter en tant qu'Ivoirien. Mon cher frère, bonsoir. Bonsoir, Germain. Voilà, merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos amis des grandes interviews de Germain Kwasi? Écoutez, Germain, merci. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Yazi Niali. Je suis membre de la représentation FPI aux États-Unis. Là aussi, j'ai été aussi le directeur de campagne du président de la République, directeur local de campagne du président de la République. Donc, en ce qui concerne la politique et le FPI, en fait, c'est pratiquement une famille pour nous. Donc, exactement, voilà comment je me présente aux auditeurs, aux internautes de Ivoire TV. Quand vous dites que vous avez été directeur de campagne du président de la République, vous voulez dire le président Laurent Gbagbo? Absolument, je voulais le directeur local de la campagne du président Laurent Gbagbo, effectivement, voilà, ici aux États-Unis, voilà, où j'étais en charge, en fait, du département de l'État de New York, Connecticut et New Jersey. Voilà, c'est la structure a été divisée en ce qui concerne la campagne du président de la République. Et comment va aujourd'hui le FPI dans le contexte actuel de la Côte d'Ivoire? Écoutez, voilà, le FPI, en fait, comme les gens ont l'habitude de dire, le FPI n'est pas mort. On a été secoué par l'événement qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est vrai. Nous sommes encore dans ce secousse-là. Le moral n'est pas encore au beau fixe, mais on va revenir. C'est normal dans la vie d'un être humain, lorsque vous êtes secoué par les événements. Il y a ce côté la chirurgie en vous, et puis avec le temps, avec beaucoup plus de lucidité, vous essayez de voir effectivement ce qui s'est passé, et vous pouvez vous appréhender la vie de même manière. Je pense que on va sortir de cette cendre-là, et puis le FPI va renaître de nouveau, avec notre vision, avec notre efficacité, pour le service de la population de la Côte d'Ivoire. Quand vous dites on va sortir de ces stands, ça veut dire qu'aujourd'hui, le mot qui est en fait le leitmotiv de tous les Ivoiriens aujourd'hui, c'est la réconciliation. Est-ce que ça veut dire que le FPI prendra une part active au processus, dans le processus de la réconciliation? Bon, oui et non. La réconciliation, effectivement, il faudra qu'on puisse se réconcilier parce que nous sommes appelés à vivre ensemble. Nous sommes des Ivoiriens. Ceux qui, effectivement, qui se disent Ivoiriens, on est obligés de vivre ensemble. Donc, dans ce cas-là, ils sont obligés d'intégrer cette réconciliation-là. Et ça dépend de la manière dont le pouvoir actuel va associer le FPI dans ce processus de réconciliation. C'est vrai, comme vous le savez, comme vous suivez la politique, on a déjà donné le temps pour nous parler à la réconciliation, d'accord, mais en fait il y a les éléments, il faudrait que le pouvoir en place puisse se régler pour qu'effectivement nous ne prenions pas à cette réconciliation. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des détails des conditions du FPI pour joindre un peu l'équipe qui a été mise en place pour que les Ivoiriens puissent redevenir un et indivisibles? Bon, en fait c'est simple, comme vous le savez, c'est pas en fait nos dirigeants, le président Laurent Gbagbo, il est encore en prison, et nos dirigeants sont en prison, toute la famille des MP sont encore en prison, et donc pour nous, pour aller véritablement à la réconciliation, il faut que ces gens puissent être libérés, absolument, pour que véritablement on puisse aller à la réconciliation, parce qu'on ne peut pas avoir nos dirigeants, le président Laurent Gbagbo en prison, tous les membres de MP en prison, et puis véritablement aller à la réconciliation. Non, c'est impossible. Et ça, ils le savent, et je pense qu'ils vont trouver une solution à cela. Et c'est ce que je peux vous dire. C'est le gros problème actuellement. Mais est-ce que ce n'est pas certainement pour leur sécurité? Voilà, qu'on les a mis en résidence. Bon, vous avez parlé de prison, mais aujourd'hui on parle beaucoup plus de résidence surveillée. Est-ce que ce n'est pas pour leur sécurité qu'on les a mis en résidence surveillée? Bon, la sécurité, bon, c'est le terme que les gens emploient. Bon, quelqu'un, bon, c'est ce qu'il est, il est protégé par qui? Généralement, les gens qu'on appelle en Djemé, la nouvelle connotation au niveau d'Abidjan, les frères Cissé.
les faits. Donc ce sont eux qui prennent le président. Ce n'est pas l'état de droit, l'état de c'est-à-dire que ce n'est pas les gendarmes, les policiers, mais en fait, c'est les gens qui ont attaqué la Côte d'Ivoire. C'est les mêmes personnes qui sont en train de suivre le président de Laurent Gbagbo dans sa résidence. C'est vrai, c'est une résidence, c'est pas. Mais en fait, il n'a pas toute sa liberté. Chez nous, on considère qu'on est en prison. Voilà, s'il avait toute cette liberté-là de parler, en fait, de s'exprimer, s'adresser aux gens et exactement expliquer ce qui s'est passé, en fait, on dirait que même pour l'instant, on estime qu'il est encore en prison. À mon avis, comme les gens disent une résidence surveillée, mais chez moi je considère comme une prison, parce qu'il est encore surveillé par les gens qui ont pris le pouvoir par force, et puis bon, voilà. Mais est-ce que ce n'est pas aussi pour savoir un peu définir la responsabilité des uns et des autres ici dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ces derniers moments? Écoutez, on nous parle de ça, la responsabilité. Ouais, c'est vrai, il faut citer les responsabilités. Mais il faut d'abord qu'on dise aux gens, nous, au niveau du FPI, nous allons assumer ce qui s'est passé, juste comme nous sommes au pouvoir, mais il faudrait que les gens aussi en face assument aussi leurs responsabilités. Parce que pour ne pas faire deux poids, deux mesures, c'est vrai, on veut aller seulement à la réconciliation, on nous parle de justice et de réconciliation, cette justice va se faire comment? Voilà. Est-ce que c'est les mêmes gars qui ont été demain nos bourreaux qui ont nous jugé? Vous savez que, aisément, là, on ne peut pas parler de justice. Donc, techniquement, pour revenir à votre question, pour nous, cette justice-là, on la veut équitable pour tout le monde. Non pas pour les gens du FPI ou même des MP qui ont été accusés en essai de quoi. Bon, il faudrait que cette justice soit établie. Voilà. On ne voudrait pas avoir deux poids, deux mesures pour une situation à tel coup, les deux qu'on joue là-dessus. Mais je pense, parlant un peu de justice, le président de la République, le docteur Alassane Dramane Ouattara, a demandé aux différentes associations des droits de l'homme et à la Cour pénale internationale, voilà, de faire un peu des enquêtes sur ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Faut-il pas leur donner du temps pour établir la responsabilité des uns et des autres, surtout que le président Alassane Ouattara a dit que s'il y a des hommes, s'il y a quelques éléments dans son camp qui ont commis des exactions en Côte d'Ivoire, ceux-là paieront de leur acte. Mais cher ami, il faut comprendre que ça, c'est un discours politique. Voilà. Voici des gens qui se disent en fait, entre guillemets, qui se disent neutres dans cette histoire. Et comme vous le savez, il y a eu plusieurs rapports qui sont sortis de plusieurs organisations. Ces rapports incriminent les deux parties, techniquement sur les rapports. Et la dernière dont actuellement nous avons, ce que nous avons appris par rapport à la presse, le pouvoir de Dr Alassane Dramane Ouattara veut elle-même mener ses enquêtes, propres enquêtes. C'est-à-dire qu'elle remet en cause l'intégralité de tous ces rapports, de toutes ces organisations. C'est-à-dire qu'il y a un problème. Voici des gens, des organisations neutres, qui ont mené des enquêtes sur la crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Et ils ont fourni des rapports. Et c'est ces mêmes organisations nationales dont ils s'est fié à ça pour dire que bon, ces pays m'ont dit que je suis président, et que les gens ont reconnu ma victoire. C'est les mêmes personnes là, c'est les mêmes organisations qui font sortir un rapport en bonne et due forme. Et maintenant, les gars remettent ça en cause pour dire non, attention, nous on va faire notre enquête. Écoutez, quand même, il faut être sérieux. Ces mêmes organisations-là qui sont mis en rapport. Donc tenez compte de ça. Et ces rapports sont clairs. Ces rapports sont clairs. Ils incriminent le président Laurent Gbagbo. Aussi, ils incriminent le docteur Alassane. Dans ce cas-là, il faudrait que dans cette justice et réconciliation, nous parlons, il faudrait que le docteur Alassane puisse trouver en fait des mots et des thèmes par rapport à ces rapports qui sont sortis et qui incriminent lui, son parti, comment on l'appelle, la force nouvelle, en fait, qui est dirigée, cette rébellion qui est dirigée par le Premier ministre Soro Diom, et qui est actuellement à ce poste en tant que Premier ministre, et tout le monde reconnaît qu'il est partie intégrante dans cette crise ivoirienne-là, et ce monsieur, bon, celui qui dirige actuellement la Côte d'Ivoire, et le Premier ministre, donc, c'est-à-dire que si le docteur Alassane voudrait en fait donner un signe fort pour dire qu'il est juste équitable, c'est-à-dire que c'est d'éliminer, en fait, pas l'éliminer, mais faire sortir ces gens-là dans son gouvernement, pour dire, bon, vous avez été incliné dans ces rapports, vous avez été cité dans ces rapports-là, pour être clair, pour avoir une justice équitable, il faudrait vous récupérer du gouvernement pour qu'en fait ces enquêtes-là puissent aller loin et puis vérifier les faits, effectivement, sur un petit peu. Mais ce n'est pas ça, ces gens sont là. Et ne sont pas seulement le Premier Soro, il y a les chefs de guerre, les chefs conjoints qui ont été cités dans ces rapports-là, qui sont encore là, à Abidjan, qui ne parlent pas. Et on nous dit maintenant, non, ce rapport des organisations ne compte pas. Nous, on va faire nos rapports en nous-mêmes. À ce moment-là, la crédibilité de ce rapport-là.
Il y a problème. Et on va peut-être revenir là-dessus sur la composition du gouvernement. Oui, on va toucher un peu de, on va parler de tout ça. Mais vous savez, quelqu'un disait la vérité. Chacun la cherche en soi et dans le regard des autres. Il faut savoir attendre que son tour arrive. Est-ce que, pour ce que vous venez de dire, est-ce qu'il ne faut-il pas attendre, par exemple, que le tour des autres arrive, par exemple, parce que de toutes les manières, je pense que la vérité va certainement émerger un jour. Absolument, mais c'est cette vérité que nous cherchons. Et c'est pour cela, depuis les élections de 2010, décembre, lorsque les résultats sont sortis, il y a eu cette crise-là, le président Laurent Gbagbo a demandé à ce qu'on récompte les voix pour établir une vérité, pour dire exactement dans cette élection qui a gagné. Mais les gens en face, ils ont refusé. Ils se sont basés sur la communauté internationale. Et c'est cette communauté internationale, maintenant qui fournit des rapports. Mais comment expliquez-vous? Maintenant, comment vous expliquez maintenant que nous voulons aller dans cette logique-là, et vous, les gars sont en train de gommer maintenant par rapport à des éléments qui sortent maintenant. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ce qui nous intrigue dans ce processus de paix ou de réconciliation que le docteur Lassane vient à mettre. Parce qu'on sait qu'il n'y aura pas de justice. Et ce sera en fait un truc en guillemets qui est fake. Et bon, peut-être il a promis à ces gens pour dire bon, lorsque je serai président, les gens seront jugés, la justice serait rendue, mais comment? Donc vous déjà au niveau du pays, vous avez tiré des conclusions comme quoi justice ne sera pas faite. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous avez refusé de rentrer dans le gouvernement, que vous voulez rester dans l'opposition? Justice ne sera pas faite, c'est vrai. Parce que si on regarde la composition de ce gouvernement, si vous en parlez, d'abord les nominations qui ont été faites. Le président de la Cour suprême, c'est un monsieur qui sort des Forces nouvelles, qui était secrétaire général de Forces nouvelles. Voici quelqu'un qui ont participé à cette élection, voici les gens qui ont tué. Il faut remonter l'histoire, il ne faut pas laisser l'histoire sur les élections de 2002, il faut remonter l'histoire depuis 2002. Voici les gens qui sont venus. Au nom de quelle revendication, au nom de quelle frustration, ils ont pris les armes contre la mère patrie. Et ces gens-là, ils arrivent au pouvoir avec l'aide de la France. Et maintenant, on fait des nominations à des postes très importants, c'est-à-dire que le président de la Cour suprême, c'est-à-dire quelqu'un qui devait souffrir d'aucune régularité, mais quelqu'un déjà faisant partie de la force nouvelle, et ce monsieur est président de la Cour suprême, à votre avis. Vous pensez que mais est-ce que ce n'est pas parce que vous avez refusé de rentrer dans la République? Non, nous n'avons pas refusé de rentrer dans la République parce que le président Mamadou Coulibaly a dit qu'il préfère rester dans l'opposition. Non, nous estimons que le président Laurent Gbagbo, il est toujours en résidence surveillée. Nos camarades, le président du parti, Afidé Sang, il est toujours en résidence surveillée. Tous les membres, les MP sont toujours en résidence surveillée. Nous estimons, partant de là, on ne peut pas rentrer dans ce gouvernement-là. Et puis nous ne sommes pas obligés de rentrer dans un gouvernement. Parce qu'on veut, à la limite, pouvoir critiquer ce gouvernement du docteur Lassane. Parce qu'on ne veut pas rentrer dans ce même système qui nous a valu depuis Marco VI jusqu'à maintenant où le gouvernement de Gbagbo est un gouvernement d'idiot. Et lorsque nous rentrons dans les débats, les gens nous disent ouais, qu'est-ce que vous avez fait pendant 10 ans? C'est en fait la question que j'allais vous poser. Quelles sont les actions que le président Gbagbo a posées pendant les 10 ans de son mandat? Non, on va revenir à cela. Mais pourquoi nous ne voulons pas rentrer dans ce gouvernement-là? Ça a deux raisons. D'abord, nos camarades, le président Laurent Gbagbo, il est en résidence surveillée. Le président du parti, Afidien, il est en résidence, tous les membres. Et nous ne voulons pas rentrer dans ce gouvernement tant que ces gars ne sont pas libérés. Ça, c'est un. Et nous ne voulons pas aussi, en fait, commettre ces erreurs-là, parce que, comme je le dis, depuis lorsque le président Laurent Gbagbo a pris le pouvoir, depuis 2000 où il y a eu cette rébellion, là, on nous a imposé des gouvernements d'union. Et pendant ces gouvernements d'union, vous savez comment on a travaillé. Et c'est les mêmes gars qui nous critiquent pour dire, effectivement, qu'est-ce qu'ils veulent faire pendant 10 ans? Mais entre temps, ils oublient que pendant ces 10 ans, ils ont travaillé auprès du gouvernement, le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que nous tous sommes comptables de cette gestion-là. Mais ils se retirent carrément parce que nous ne voulons pas faire cette erreur. Nous voulons être libres pour critiquer le gouvernement de la santé. Si nous ne rentrons pas dans le gouvernement, tant mieux. Ils peuvent gérer ce gouvernement-là. Et puis, nous, étant dans l'opposition, on aura des armes pour critiquer au devoir de cela. Voilà, c'est ce que je veux dire par rapport à la première question que vous avez posée. Maintenant, qu'est-ce que nous avons fait pendant 10 ans? Ça, c'est la grande question qui revient le plus souvent. C'est la question qu'on pose, on pose tout le temps. Qu'est-ce que le FPI a fait pendant 10 ans? On entend beaucoup de choses. Qu'est-ce que la FPI, la refondation, enfin, pas fait pendant 10 ans. Ils n'ont rien construit, ils n'ont rien fait. Mais écoutez, vous savez, le gouvernement du président Laurent Gbagbo, depuis 2002 à 2002, comme vous ne le savez pas, le PME, le produit national brut était de -3 lorsque nous prenons le pouvoir en 2002.
Et depuis déjà en 2001, 2002, on a commencé à redresser la tendance économique du pays. Et en 2002, où on devait véritablement redresser l'économie par plus 1, voici une action qui s'est mise. Une rébellion qui n'a pas ce nom au départ. Et on se rend compte de cette rébellion-là, on fouille des gens, on se rend compte qu'il y a des gens qui font des revendications. Nous avons géré cette rébellion-là. Qu'est-ce que nous avons fait pendant ces 10 ans? Comme vous le savez jamais, on a parcouru l'Afrique en train de signer des accords. Au lieu de passer tout le temps en train de construire la Côte d'Ivoire en Guinée, on a passé, le président Laurent Gbagbo a passé tout le temps à parcourir l'Afrique. Nous avons signé des accords un peu partout, Accra 1, Accra 2, Lomé 1, Lomé 2, Pretoria 2. Tout ce temps que nous avons parlé, ça va donner l'occasion au président de la République de gérer, d'élaborer le plan de refondation qu'il a mis lorsqu'il était en opposition. Sachez bien qu'il avait un programme. Le président Laurent Gbagbo avait un programme lorsqu'il venait au pouvoir. Et ce programme-là, avec cette crise, heureusement, on a vu ce programme au rabais. On a passé tout notre temps à gérer ce programme, à essayer de ramener la paix en Côte d'Ivoire. Et ce qui a fait, mais au-delà de ça, on a quand même mené des actions. Regardez, souvenez-vous quand même, voici ce président, dans cette crise-là, il n'a que fait le temps à gérer, y compris la rébellion et les crises internes du pays, où il y a eu peu de revendications en Côte d'Ivoire. Les gens se posent la question, voici le moment pour nous, voici l'occasion pour nous, pour qu'on puisse régler nos problèmes. Voici quelqu'un, à chaque année, mais à chaque 6 mois, non seulement ce ne sont pas les étudiants, c'est les fonctionnaires, si ce n'est pas les fonctionnaires, c'est les syndicats, et ce n'est pas les syndicats. Enfin, il y avait beaucoup de revendications. Il a pu gérer certaines revendications. Sûrement, il y a certaines revendications qui ont été déplacées pour gagner du temps. Mais, partant de là aussi, il faut ramener, on a fait aussi, en fait, pendant les 10 ans, on a quand même posé quelque chose. On a dû construire un Yamoussoukro. Yamoussoukro était en chantier. Voilà, Yamoussoukro était en chantier, parce qu'on a voulu quand même déplacer la ville politique de la Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Donc il fallait mettre Yamoussoukro en chantier. Yamoussoukro était en chantier. Et ça aussi, c'est du travail. Et puis, vous savez, au niveau des enseignants, on a réajusté le salaire des enseignants dans ce niveau-là. C'est à double vitesse. Lorsque d'aucuns ont accusé ces actions d'achat de conscience. Ben, je voudrais aussi vous dire ici, par exemple, que nous avons M. Abel Dioré, qui est de Gagnoa, et qui a dit, par exemple, que le bilan de M. Gbagbo est 0, et que si vous arrivez aujourd'hui à Gagnoa, même une seule route n'a pas été bitumée, une seule route n'a pas été faite. Dans le temps, on disait, par exemple, que M. Gbagbo disait que, en fait, il n'a pas eu le temps de gouverner la Côte d'Ivoire parce que le président Gbagbo disait qu'il n'a pas eu le temps de gouverner la Côte d'Ivoire parce que il gérait seulement 30% du territoire ivoirien, et beaucoup lui ont fait le reproche qu'il n'a même pas, en tant que pédagogue, il n'a même pas construit une seule école en Côte d'Ivoire, moins encore un seul dispensaire. Alors, quels sont, je sais pas, ce sont des débats sur lesquels nous allons revenir tout le temps. Vous, en tant que membre influent du FPI ici, que direz-vous pour répondre à toutes ces personnes-là? Voilà, c'est-à-dire que voici ce genre de débat qu'on n'a pas voulu en fait, mener au sein du FPI. C'est-à-dire qu'on aurait souhaité qu'on nous laisse gouverner ce pays tranquillement, hein, et faire nos bilans après. Parce que quelqu'un ne peut pas trouver dans une situation de crise et puis lui demander beaucoup de choses. M. Laurent Gbagbo, qu'on le dit en tout moment, hein, il a passé tout le temps à gérer cette crise, à rechercher la réconciliation. Mais sachez-vous bien, dans le programme, il y a eu le programme de décentralisation. Hein? Comme on le dit. On va vous changer de micro, voilà. Allez-y, prenez celui-là. Ouais, le programme de décentralisation dont nous parlons. Voici, dans le programme du gouvernement du président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire que les États généraux ont dit que chaque département de la Côte d'Ivoire devait avoir en fait les États généraux et devait en fait donner en fait de l'argent à chaque département pour pouvoir en fait se développer. C'est pour cela que les gens ont toujours dit que bon, effectivement le Laurent Gbagbo n'a rien fait à Gagnoa, mais entre nous, hein, le président Laurent Gbagbo, le président des Ivoiriens, il n'est pas fort parce qu'il vient de l'Ouest, il est président des BT. Non, il faut que les gens arrêtent de penser. Lorsqu'un président est élu, il est président des Ivoiriens. Donc cela n'a pas dit, on ne veut pas retomber dans les mêmes erreurs qu'ont été faites nos précédents, où le président Bédié, à l'époque, a construit Daoukro,
On a vu ce qu'il a fait de Diablouko. Est-ce que cela l'idéal d'un président de la République? Un président de la République, c'est tous les événements. C'est pour ça que le président Gbagbo a mis le programme de décentralisation qui devait servir en fait à tous les développements de se développer dans ce sens, y compris Gagnoua, y compris le Nord, y compris Korogo, y compris Boaké. Tous ces développements devaient se développer par rapport au budget qui serait loué à ces déplacements pour se développer. Mais ce n'a pas été le cas. Les États généraux ont été installés, comment on l'appelle, de décentralisation ayant été installés, mais n'ont pas véritablement fonctionné parce que l'argent du pays, entre-temps, était servi à gérer cette crise, à gérer la réconciliation, en fait, à gérer cette crise imposée par la rébellion et à gérer encore les crises internes de la Côte d'Ivoire. Et il fallait rajuster les salaires, il fallait faire plaisir à un certain nombre de syndicats qui revendiquaient les choses. Voici ce qui a mené le président Laurent Gbagbo. Ah, c'est vrai, n'a pas accompli tout son programme. Mais est-ce que donc en fait là, est-ce que ça veut dire que dans ce contexte actuel, quelle est la part de responsabilité de l'entourage de M. Gbagbo, du président Laurent Gbagbo dans ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire? Quelle est la part? Est-ce que ses collaborateurs immédiats lui ont véritablement dit la vérité? Quelle est la part de son entourage? Écoutez, ça c'est un problème que nous vivons en tant qu'Africain, en tant qu'Ivoirien et en tant qu'homme, lorsque un président de la République vous fait confiance et que vous nomme à des postes. C'est pas pour faire plaisir au président, c'est pour travailler pour la Côte d'Ivoire. Hein? Le président a les objectifs, c'est-à-dire que ses entourages devaient en fait travailler véritablement dans ce sens-là. Il ne peut pas, en tant que président de la République, faire la ronde à tous ces gens qu'il a menés pour dire est-ce que tu fais ton travail, donne-moi un rapport tout le matin. Non, c'est pour ça qu'il y a les ministères, c'est pour ça qu'il y a les départements, pour que les gens puissent travailler à ce niveau. J'ai compris dire que les gens aussi, dans ce débat, j'ai entendu les gens dire ah, Abidjan est sale, c'est comme si c'était le président Laurent Gbagbo qui allait balayer la ville d'Abidjan. Hein? C'est-à-dire que la ville d'Abidjan est rentrée dans le programme du président de la République en tant que président, celui qui doit noyer les communes d'Abidjan. Non, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été nommés, il y a des maires, il y a des gens qui sont chargés de ces gens qui vont jouer ce rôle à ce niveau. C'est vrai, ça c'est un problème au niveau de l'Afrique. C'est-à-dire l'entourage, quelquefois, fait défaut. Je ne dis pas que tout l'entourage du président Laurent Gbagbo est mauvais. Certains n'ont pas véritablement joué leur rôle, d'autres ont joué leur rôle. Et effectivement, il faudra qu'on puisse tirer la conclusion de ce qui est arrivé que prochainement on n'arrive pas à se trouver dans ce genre de situation où lorsqu'on nomme des gens pour servir en fait l'État du Côte d'Ivoire ou bien à l'être l'oreille du président de la République, il faudrait que les gens puissent faire un rapport fiable au président de la République pour que le président puisse ajuster ses réflexions et ses décisions pour l'approchement de la Côte d'Ivoire. Vous avez parlé tout à l'heure de l'enveloppe budgétaire du président Laurent Gbagbo. Il a été dit dernièrement qu'il a dépensé près de 800 milliards de francs pour s'armer, se surarmer. Alors, à ce niveau-là, est-ce que vous ne pensez pas que si c'est vrai, si cela est justifié, vous ne pensez pas que peut-être cet argent aurait pu servir à construire, quitte un hôpital, un dispensaire, une école, aménager notre voirie, notre système, en fait, reconstruire la Côte d'Ivoire? Effectivement, c'est vrai. Bon, en fait, c'est ce que les gens disent. Hein, c'est ce que les gens disent. Hein, c'est ce que nos frères de l'opposition ou bien disent que bon, le président Laurent Gbagbo a appuyé les armes pour qui? C'est pour la République de la Côte d'Ivoire. Si effectivement, si les armes ont été achetées, les armes ont été achetées pour la République de Côte d'Ivoire parce qu'il était chef d'État de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un devoir de loi de protéger les Ivoiriens et la Côte d'Ivoire. Donc, en tant que chef d'État, il est obligé de doter l'armée ivoirienne en armes. Donc vous reconnaissez que le président a dépensé beaucoup d'argent pour s'armer? En fait, c'est ce que les gens disent. Hein. Sinon, nous, on sait qu'il y a un embargo qui nous est imposé. Donc, je ne sais pas où les gens enlèvent ces chiffres pour dire que le président de la République a acheté les armes. Je ne sais pas où il est passé pour acheter les armes. Mais nous constatons que les gens disent ça. Mais dans cette analyse, nous disons que, étant chef d'État, il a acheté, si effectivement, si les armes qui ont été achetées, il a acheté les armes pour la République de Côte d'Ivoire, non pas pour lui personnellement, non pas pour les gens de Gagnoua. Comment justifiez-vous aujourd'hui les remous qu'il y a au sein du FPI? Parce que le président Mamadou Coulibaly est prêt à claquer la porte. Un monsieur pratiquement qui n'a jamais été compris des autres, qui a toujours été rejeté. Je crois qu'au niveau du CNRD, il s'est fait entourer par un certain nombre d'universitaires. Aujourd'hui, il paraît qu'il va créer son parti politique. Est-ce que ça ne veut pas dire que le FPI est en train de s'effriter ici? Oh non, non, ça c'est le commentaire des analyses des gens. Hein. Le FPI reste une structure solide. Hein. Sur le chiquier national, par exemple, de 1 à 10, comment voyez-vous aujourd'hui, quel chiffre donnez-vous au FPI? Pour l'instant, bon,
par rapport à la situation qui prévaut actuellement en Côte d'Ivoire, surtout que nous avons encore un certain nombre de nos dirigeants qui sont encore à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, ils ne sont pas totalement rentrés en Côte d'Ivoire. Donc sur ces équipes, je peux mettre déjà le moral ou bien en fait la force de frappe ou la force physique des FPI au niveau de pratiquement de 6 à 7. Nous avons remonté ce ça veut dire que vous pensez que le FPI est encore très puissant? Absolument, absolument. Rappelez-vous qu'on a commencé en opposition depuis 30 ans. Nous sommes dans l'opposition. Ce n'est pas maintenant que l'opposition tombe sur nous. Non, on connaît ce que c'est l'opposition. Donc, vous, à votre niveau, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez commencé dans l'opposition. Vous êtes aujourd'hui dans l'opposition. Que devez-vous faire pour sortir cette Côte d'Ivoire de cette impasse? C'est pour cela que nous voulons réorganiser le parti. Parce que nous demandons au docteur Dramane Lassana d'insérer la sécurité en Côte d'Ivoire pour que nos militants ou nos responsables qui sont traqués, dont les vies sont menacées, puissent être en sécurité pour qu'ils puissent revenir, pour qu'au niveau du FPI, nous pouvons avoir véritablement un dialogue franc, faire le bilan de ce qui s'est passé et projeter le parti dans le futur. Parce que la Côte d'Ivoire nous appartient. Et il faudrait qu'on puisse s'organiser. On ne va pas laisser ça dans la main des gens de la France, parce que nous savons techniquement que dans cette crise-là, la France y est pour quelque chose. La France voulait nous imposer quelqu'un, ils l'ont fait, ils ont reçu, mais ce n'est qu'un début, le combat continue, mais on ne va pas le laisser faire. On serait dans l'opposition, et pour pouvoir en fait donner une arme solide et puis très efficace pour que, en fait, dans la gestion de la chose publique de la Côte d'Ivoire, parce que ça n'appartient pas au docteur Lassana, ça appartient aux Ivoiriens, parce qu'on ne va pas rester là et assister à cela, qu'on dévoile le pays pour ne pas qu'on dise, on ne dise rien. Mais revenons à la question que vous avez parlé en ce qui concerne le professeur Koulibaly. C'est vrai, vous savez qu'au niveau des FPI, nous sommes habitués à ce genre de style. Koulibaly, il a cet esprit de s'exprimer. C'est vrai, dans cette crise-là, il y a eu des sorties. Effectivement, il y a eu des sorties qui n'ont pas plu à un certain nombre de nos militants, à un certain nombre de choses. Ça, c'est Koulibaly dans ce style. Et je pense qu'il a compris. Je pense qu'en réunion, au niveau même de la CRD, les gens lui ont sûrement fait des reproches dans ce sens pour dire faites attention à vos déclarations. Parce que cela essaie de vilampider le parti, c'est pas ce que nous sommes cherchons. Nous sommes dans une logique, nous sommes dans un combat. Et vos déclarations, faites très attention à cela. Je pense que Koulibaly, il a compris. C'est pas pourtant que l'IVA est sorti du FPI. Donc vous êtes sûr que le président Koulibaly restera au FPI? Et absolument, absolument. C'est un courant qui va passer. Non, ça c'est une première crise. Ça a été toujours comme Koulibaly. Au FPI, on est habitué à ce genre de style. Koulibaly, comme je l'ai dit, au moment où nous sommes obligés à faire un certain nombre de déclarations, les gens pensaient que le FPI va voler un éclat. Mais on a pu gérer ça, on a pu continuer l'éclat. Il a compris, on s'est compris. On lui a dit, bon, faites attention. Et effectivement, il a sorti son nom et vérifié. Le président a pris conscience, il en a corrigé. Et c'est ainsi va le monde. Koulibaly n'est pas sa première expérience à cette déclaration. Que reprochez-vous? Nous disons de faire très attention parce que nous sommes dans une crise très aiguë en Côte d'Ivoire. Et cette déclaration peut prendre tendance à ce que on ne veut pas que le parti soit bidonné par lui, étant qu'un homme prenant du parti. Ne peut pas avoir ce genre de discours par rapport au président Laurent Gbagbo et tous les cadres du FPI qui sont encore actuellement arrêtés ou même ceux qui sont encore à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Donc il faut qu'il fasse très attention. On ne dit pas, je ne sais pas quel deal qui s'est passé, mais en fait, ça a des tendances qu'il fait la poubelle à Dr Ouattara Wazé, ou c'est un deal qui a été fait, on ne le sait pas. Il y a une ambiguïté dans cette déclaration. Nous disons de faire très attention parce que nous sommes dans une crise très sérieuse. Il faudrait qu'il contrôle ça. C'est tout ce qu'on a dit à dans beaucoup de vos interventions, de l'intervention des membres du FPI, y compris depuis la tête jusqu'aux sections de base, on a toujours reproché quelque chose à la France. Que reprochez-vous à la France? Surtout qu'on sait que le président Gbagbo, dans toute l'histoire de la Côte d'Ivoire, à celui-là qui a plus côtoyé les entreprises françaises en Côte d'Ivoire, à celui-là qui a donné plus de marché aux entreprises françaises. Que reprochez-vous à la France en fait? Est-ce que la France a agi sous le couvert de l'ONU? Parce qu'en fait, tout le monde dit la France, mais au niveau de l'ONU, il y a eu la résolution 1975 qui a donné mandat à la France, à tous aux pays du monde entier, d'intervenir en Côte d'Ivoire. Mais c'est la France qu'on met toujours en exergue. Voilà, les gens n'ont pas compris. Les gens, dans ce genre de discours, la France, Afrique, Gbagbo n'aime pas la France, il est panafricaniste, il ne comprend pas, il parle de France-Afrique, en temps il donne des comptes à la France. Non, tout ce que tu as dit que les gens n'ont pas compris la vision du président de Gbagbo. Tout simplement, le président de Gbagbo demande à ce qu'on respecte les chefs d'État africains et la souveraineté de ces pays-là.
qu'on ne prenne pas comme des sous-préfets, qu'on ne prenne un État souverain qui a une constitution, qui a une hymne national. Et par exemple, là, il faudrait que la France puisse, dans nos relations, nous considérer en tant que des partenaires, non pas en tant que des sous-préfets. Voici ce que nous combattons. Ce n'est pas parce que nous disons que la France est... Non, jamais. Vous ne pouvez pas vous marier à quelqu'un pendant 50 ans. Et puis, c'est vrai, il y a des bruits, et puis on dit, bon, on n'est plus ensemble. Mais entre-temps, vous avez fait des enfants. Non, nous disons simplement que la France est une reprise. C'est la même manière que nous disons que... Prenons le cas actuellement. Le docteur Lassana Ouattara, il est président de la République de Côte d'Ivoire. Mais sur l'autorité de la France. Est-ce qu'il a la main libre de diriger cette Côte d'Ivoire? Il fait des déclarations, il a fait son nombre de déclarations, on a écouté son conseil des ministres, il a demandé à des feuilles de rue à ses ministres de faire le bilan en fait, de leur parcours pendant 6 mois. Celui qui fait bien, celui qui ne fait pas bien, il sera envoyé. C'est bien beau. Mais qu'ils nous disent aussi, les contrats qu'il va signer à la France, à qui met ça dans le lieu public pour que nous puissions voir, pour dire, effectivement, il est là pour la Côte d'Ivoire. Il ne s'est pas là de réprimander des ministres pour dire de faire un travail. Et entre-temps, nous, on ne voit pas les contrats qui ont été signés à la France. Il faudrait qu'ils mettent ça sur la place publique pour que nous, les Ivoiriens, nous pouvons savoir exactement quels sont les contrats qui ont été signés par le docteur Alassane Ouattara. Mais pour revenir à la question de France-Afrique, Gbagbo n'a pas dit à la France qu'il a donné les contrats qu'il a donnés à la France. Les contrats ont été revus. Parce que les contrats venaient à respiration. Et lorsque ces contrats sont venus à l'expiration, il fallait renégocier ces contrats. Or, les gens ont compris, oh, Gbagbo ne veut plus la France, c'est rentré ici, il veut acheter tout. Non. Il a dit, revendre le contrat pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse gagner quelque chose. C'est ce que nous avons fait. Ce n'est pas, c'est très inconscient du président Laurent Gbagbo pour dire, effectivement, comme je suis contre l'Afrique, je vais balayer tout ce contrat. Ça ne se fait pas. Parce que vous savez que l'histoire de la France et de la Côte d'Ivoire ne date pas maintenant. Ce n'est pas l'arrivée de Laurent Gbagbo qui va balayer tout ça parce que pour une histoire de contrat, il a dit, révisons ces contrats-là pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse gagner. C'est ce qu'il a fait. À l'issue des gens, c'est pour ça qu'on a rectifié le contrat de la Sous-Dessie et de la CIE. Et d'autres contrats à évolué qui ont été mis à jour pour que l'État de Côte d'Ivoire puisse gagner. Ça n'a pas plu à la France. Et ils ont fait ce qu'ils voulaient parce qu'ils voulaient avoir le tout sur la Côte d'Ivoire. Et ça, Gbagbo ne voulait pas parce que nous sommes un État souverain. Peut-être que le pays, les Ivoiriens puissent gagner quelque chose dans cela. Et cela nous combat. Nous ne disons pas que la France est mauvaise. Non, les pratiques de la France, nous sommes comme des pratiques de la France. Il faut que la France... Mais ce ne sont pas ces propos-là que nous entendons des autres membres du FPI qui sont carrément catégoriques et qui condamnent la France. J'ai assisté dernièrement à une conférence donnée par monsieur le conseiller M. Alain Toussaint, voilà, dans l'État de New Jersey. Il a auquel vous avez participé d'ailleurs, c'est vous qui avez organisé cette conférence. Et M. Alain Toussaint a comparé le président Gbagbo à, je vais citer, parce que j'ai mon papier là, à Toussaint Louverture, à Idi Amin Dada, à Nelson Mandela, à Thomas Sankara, à Modibo Keïta. Alors, quel lien de commun y a-t-il ici entre le président Gbagbo et toutes ces autorités, ces notoriétés africaines? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, dans mon développement. J'ai dit que la Côte d'Ivoire et la France, la relation entre la Côte d'Ivoire et la France ne date pas de maintenant. Tout ce que nous cherchons, tous ceux qui parlent de panafricanisme, de France-Afrique, nous demandons, tous ceux qui demandent, tu vois les noms que vous avez, les listes que vous avez cités, ils avaient un combat, la liberté de l'Afrique. De gérer, c'est bien. Voici des gens, des intellectuels africains qui pensent, qui réfléchissent, à qui on impose chaque jour des décisions. Alors, on va-tu rester dedans? Nous avons 50 ans. On va rester dedans pendant 100 ans? Non, il faudrait que des gens puissent réagir pour dire non, que ça suffit. On veut être des partenaires, on veut être dans une relation bilatérale à la France. Nous voulons faire partie de cette globalisation, nous voulons faire partie de ce monde qui évolue, mais il ne faudrait pas qu'on nous dise, bon, avant de signer un contrat, il faut qu'on donne un coup de fil à la France. Non, tous ces leaders que vous avez cités, c'était les combats qu'ils ont amenés. Ils n'ont pas dit que quelque part, ils sont contre la France. Nous aimons la France. Parce qu'il y a longtemps, nous vivons ensemble. C'est cette France-là même qui nous a aidés à part entière dans le développement de notre colonie. Mais arrivé un moment, quand même, quand vous avez un enfant grandi, on lui donne sa liberté quand même, jamais. Arrivé un certain moment, vous quittez vos parents pour dire, bon, je suis assez grand. Donnez-moi cette liberté de me gérer au quotidien. C'est ce que nous demandons. Et tous ces leaders ont mené ce combat-là. Mais la France ne veut pas dire, la France veut toujours gouverner ces colonies pour qu'elles puissent l'exploiter. Nous savons que la France n'a pas de café et de cacao là-bas. Nous savons que la France ne produit pas du pétrole. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui manquent dans la France. Or, pour la France, pour maintenir ses matières premières dans son pays, il faudrait qu'elle puisse avoir la même mise mais sur l'Afrique, mais elle le fait très mal. Voilà, parce qu'elle actionne ses réseaux. Parce qu'elle n'aime pas un chef d'État, elle enlève. Nous sommes contre cela. Est-ce que vous reconnaissez que le président Alassane Ouattara a gagné les élections en Côte d'Ivoire
les dernières élections. Est-ce que vous reconnaissez qu'il a gagné les élections? Non, je ne le connais pas. Et pourquoi? Justement. Parce que vous savez, dans cette élection-là, il y a une crise. À tous les niveaux. Parce qu'en politique, quand vous faites la politique, là, il y a deux éléments qu'il faut retenir. Vous êtes républicain et légaliste. Si vous n'avez pas les deux éléments-là, vous ne faites pas la politique. Vous faites une figuration, vous faites une politique partisane. Je ne suis pas dans ce genre de politique-là. Lorsque une élection, il y a une crise, on peut la régler. Mais ce qui s'est passé pendant le contexte de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez bien. Au niveau de la CEI, au deuxième tour, il n'était pas en mesure de nous programmer le résultat. Pour quelle cause? Parce qu'il y avait un problème interne au niveau de la commission électorale de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quoi? Il y a problème. Donc, est-ce que la proclamation des résultats n'a pas été bloquée par les membres du FPI? Non, c'est ce qu'on dit. Effectivement, on a vu ce geste de M. Picas Damas qui nous déjà donné un signal pour dire que, attention, il y a problème au niveau de la commission électorale de la Côte d'Ivoire. Donc, nous attendons de Bakayoko de sortir pour dire, effectivement, chers Ivoiriens, nous traversons une crise assez aiguë. Donnez-nous le temps de plonger un certain nombre de crises, cette crise-là, et pour que nous puissions donner le résultat. Mais il n'a pas fait, il a donné l'impression qu'il n'y a pas de problème. Et que le geste de M. Picas Damas était un geste banal ou bien c'est parce qu'ils étaient en mesure de vouloir en fait cacher quelque chose. Non, effectivement, il y a des problèmes. Parce que, comment on pouvait imaginer que dans le Diapo, en France, les élections ont été carrément annulées, dans les départements aussi, il y a eu des élections qui ont été annulées. Le plus grave, c'est-à-dire qu'au sein de cette commission, la consolidation des résultats n'a pas été effective. Ça, c'est écrit dans le statut et règlement de la commission électorale. C'est-à-dire qu'il faut consolider les résultats d'abord avant de les prononcer. Et ce qui n'a pas été fait. Et qu'est-ce que nous avons constaté? M. Bakayoko a pris sur l'engagement, après les délais qui lui étaient partis, d'aller proclamer les résultats dans le cadre. Et puis s'il veut proclamer les résultats où il veut, ça change. Oui, mais est-ce que c'est pas parce que les textes disent en fait qu'il ne doit pas avoir un endroit précis où il faut proclamer les résultats? C'est pas ça qui m'intéresse. Chez moi, ce qui m'intéresse dans ce débat-là, c'est-à-dire qu'on prend la chaîne, c'est-à-dire qu'on prend la commission électorale, on prend, comment on l'appelle, la Constitution, et en dernière minute, il faut reconnaître que M. Choi vient en dernière position, il ne vient pas au milieu, en fait, de ce processus-là, il vient en dernière position. C'est ce que nous avons constaté au premier tour. Au premier tour, M. Choi a certifié après que la Cour constitutionnelle ait proclamé le résultat définitif. Or, dans le deuxième tour, M. Choi a certifié au milieu de la chaîne. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a problème, ils sont dans une logique. Mais ce qui m'intéresse, si M. Bakayoko va donner les résultats au Congo ou bien, je ne sais pas où, ou à Koumassi, ça c'est d'en faire. Mais le problème que nous posons, pourquoi les résultats n'ont pas été consolidés au sein de la CEU et M. Bakayoko a pris sur l'initiative d'aller proclamer les résultats sans ses membres? Il y a un problème. Il faut que nous expliquions. Est-ce qu'en tant que président, il ne dispose pas d'une circonstance atténuante, lui permettant de proclamer les résultats sans ses membres et dans un autre endroit, puisque cela n'est pas dit dans les tests? Si, c'est dit dans les tests. C'est pour ça qu'au premier tour, lorsqu'il a proclamé les résultats, il était assisté de tous ses assesseurs. Pourquoi au deuxième tour, M. Bakayoko n'est pas assisté? Il y a un problème, qu'on nous explique ça. Il faut qu'on nous explique. On ne sait pas seulement que ce que M. Laurent Gbagbo a dit, mais on ne dit pas, au début de cette chaîne-là, il y a un individu qui a pris sur l'engagement d'aller programmer les résultats sans ses assesseurs. C'est une considération, je m'en fous. Il peut aller programmer où il veut les résultats, ça c'est son droit, c'est pas écrit dans les tests. Mais les tests disent qu'il faudrait qu'on puisse consolider les résultats. Est-ce que ça a été fait? Non. Oui, mais je pense que c'est parce que certainement le cadre ici n'était pas assez adéquat pour lui de choses. Mais je voudrais vous poser une question. Monsieur Louis Dakouri Tablé, voilà, qui est pratiquement un frère au président Laurent Gbagbo, a dit que le FPI a mené une politique de nazisme en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, par exemple, sur une des chaînes internationales, nous avons écouté celui-là qu'on appelle le Libanais de Gbagbo, Eli Aliassou, qui a dit, et je voudrais citer, qui est membre de la Galaxie Patriotique, il est le président de l'ONG Initiative pour la République et pour la Paix, et voici ce qu'il a dit. Il a dit qu'il reconnaît qu'il n'y a pas de doute que le président Alassane Dramane Ouattara a gagné les élections,
et que le FPI a mené une politique de division, une politique, je prends ce mot, hein, c'est ce qu'il a dit, une politique clanique, une politique d'épuration. Le FPI voulait faire un hold-up électoral, c'était la haine, voilà, qu'il cultivait au sein. La campagne du FPI a été mal faite, c'était une politique de xénophobie, voilà, et que c'était aussi la course à l'enrichissement illicite au niveau de l'entourage du président Gbagbo. Le ministre Blé Goudé a manipulé, lavé le cerveau et a téléguidé et instrumentalisé la jeunesse. Alors, on vous s'est très pris au niveau du FPI. Voici quelqu'un de votre bord qui intervient de ce genre. Il est du FPI, vous êtes du FPI. Il vient de la Galicie. Hein. Bon, en fait, je voulais poser la question. Où se trouve actuellement, dans quel contexte il a dû prononcer ça? Où il se trouve hors de la Côte d'Ivoire? Il est en Côte d'Ivoire, il a dit qu'il n'est jamais sorti de la Côte d'Ivoire. Bon, écoutez, les gens qui ont mené, ça je ne peux pas juger en fait pourquoi à ce moment-là, des individus qui pensent qui ont le sens de discrimination et qui ont participé à un mouvement et maintenant après ce crash ils se disent que bon il y a vu cela, il a vu ceci, le président Laurent Gbagbo a dû manipuler les gens, il y a vu une politique de xénophobie, il y a vu ceci. En fait je laisse à leur conscience, hein, parce que lorsque nous voulons engager dans un combat là, c'est pas en mi-chemin où lorsqu'il y a un crash vous lancez la veste. Vous assumez vos décisions, vous assumez vos parcours, mais il y aura des gens, hein, à part des gens qui vont sortir encore de l'union, qui vont dire bon effectivement on a été non, parce que peut-être pour la sécurité, ça je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les gens entendent ce genre d'engagement là, mais ce que je peux vous dire, on ne peut pas quand même berner tout le monde. Hein? C'est la galaxie patriotique, mais c'est les intellectuels, c'est les gens. Quand même, quand un individu ne peut pas vous faire le lavage de cervelle, on ne peut pas quand même berner toute une population pour dire bon écoutez, suivez Gbagbo parce que c'est non, il y a un discours qui a été tenu. Les gens sont reconnus dans ce discours de Blé Goudé. Ce discours c'était simple, un discours de souveraineté. C'est un discours de sauvegarde, un discours de sauvegarde de l'intégrité de l'État de Côte d'Ivoire. Mais M. Blé Goudé, le ministre Blé Goudé a appelé la jeunesse à sortir. Je viens. Ce genre de discours-là, quand on te dit Gbagbo a astromisé, mais les gens oublient, les gens ont un esprit sélectif. Ils oublient que ce qui s'est passé en 2002 là, ce n'est plus Gbagbo. On sait les gens qui ont fait ce discours, qui ont tenu ce discours de xénophobie là en 2002. On a vu les gens qui ont distribué les cartes d'identité, les cartes de séjour ici. Voici les gars qui ont amplifié cette xénophobie qui disait ça. On ne parle pas de ça. Maintenant, on pense que c'est Gbagbo qui a tenu ce genre de discours là. C'est la galaxie patriotique qui a tenu ce genre de discours. Non, c'est archi faux. Les gens ont l'esprit sélectif. Il faut que les gens puissent aller en arrière pour voir exactement quelle est la part de responsabilité de M. Gbagbo? Vous allez tout à l'heure continuer sur votre réponse, mais je voulais ajouter à ce que vous allez dire cette question. Quelle est la part du président Laurent Gbagbo, sa part de responsabilité dans tout ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire? Bon, en fait, je ne sais pas. Parce que nul n'est parfait sur cette terre. Ce que je peux dire, le président Blanc, en tant que chef d'État de la Côte d'Ivoire, il va assumer ce qui s'est passé sur son autorité. Il y aura du temps. Ça, c'est ça, un chef d'État. Tu assumes ce qui s'est passé sur ton autorité. Il faudrait que le docteur Alassane Danton puisse assumer aussi ce qui s'est passé sur son autorité. C'est ça la différence. Parce que nous sommes déjà, il refuse. Il refuse d'abord d'assumer un certain nombre de choses. D'abord, il commence à refuser les rapports qui sortent des ONG. Human Rights, Caritas, l'ONC, tout ce monde-là, il refuse déjà cette régulation. C'est-à-dire qu'il ne veut pas assumer. Mais est-ce que ce n'est pas peut-être pour voir plus clair dans Gbagbo a dû prendre, c'est vrai, les gens, on ne dit pas que Gbagbo est sans reproche dans ce combat-là. Et sûrement, il a dû faire peut-être une forme de légèreté ou bien de faiblesse dans un nombre de décisions. Parce que quelque part, ou bien peut-être son entourage. Non, pas forcément l'entourage, parce que quelque part, il a cru en fait à des gens qui étaient en face, qui ont commis le risque, c'était des frères, qu'on pouvait donner une second chance. Mais en fait, ces gens ils étaient dans une logique de venir détruire, de prendre le pouvoir. Et ces gens-là, on a essayé de jouer, c'est vrai. Comme vous le savez, on a mangé avec eux, on a dansé avec eux, croyant que ce sont des Ivoiriens. Au coup, on pouvait se retrouver, on pouvait en fait planifier les revendications qu'ils ont posées, c'est-à-dire que c'était une revendication identitaire, parce qu'ils étaient marginalisés, parce qu'ils étaient frustrés. Et c'est ce qu'ils nous disent dans les débats.
parce que chez eux, on les mis en minorité et ceci. Mais on s'est dit, bon, c'est vrai, on a compris tout ça, bon, on peut revenir, on peut régler tout ça. Et c'est ce que le président Gbagbo a fait pendant tous ces 10 ans en termes de faire. C'est vrai, ils avaient eu cette légèreté parce que, quelque part, bon, il a considéré les gens en face, c'était des Ivoiriens, mais en fait, entre guillemets, ce n'est pas des Ivoiriens. Parce que quand tu aimes ton pays et qu'un chef d'État vous approche pour dire, bon, écoutez, venez déposer les armes, on va régler nos issues, mais vous faites semblant de déposer des armes là, et puis en dernier moment vous réagissez et vous empêchez nos électeurs dans le Nord de sortir massivement d'aller voter, vous empêchez nos bureaux de vote, nos assesseurs d'accomplir leurs devoirs, et tout ceci c'est pas bon. Et voici ce qu'il a compris dans cette crise là. Les gens refusent, vous on écoute Laurent Gbagbo, c'est vrai, mais en face il faudrait qu'on puisse relancer ce machine là. C'est-à-dire que cette crise elle ne date pas de 2010, mais date de 2002. Il faudrait qu'on puisse se projeter dans le futur. Oui, mais la part de responsabilité de chacun, bien sûr, sera établi dans cet embroglio. C'est le souhait de tous les Ivoiriens. Oui, la part des responsabilités sera établie. Je voudrais vous poser cette question. Nous tirons vers la fin de cette émission. Le président Gbagbo, dernièrement, a fait une déclaration en disant, dans la vie, il faut savoir choisir sa femme. Qu'est-ce qu'il reproche à son épouse, la première dame, l'ex-première dame Simone Gbagbo? Qu'est-ce qu'il lui reproche? Bon, là, je suis véritablement mal placé pour savoir pourquoi le président a cité cette dicton-là. Je suis véritablement mal placé pour dire effectivement pourquoi il a dit ça. C'est une question que je ne suis même pas mesure en fait de répondre à cela. Mais dans la vie, il faut choisir savoir choisir sa femme. Et effectivement, quand vous êtes marié, quand vous choisissez une femme, vous pensez que bon, cette femme-là, elle a c'est vrai des atouts, c'est vrai physique et moral, et qu'elle peut vous apporter quelque chose en fait dans la vie, sur le plan intellectuel, vous amener à des raisonnements, à faire des discussions entre le bon et le mauvais. Et il y a tous ces facteurs qui rentrent, surtout que les présidents de la République. Mais il ne faut pas oublier, la première dame, elle fait partie de la famille du FP. Ce n'est pas une femme qu'on a pris dans la rue, c'est une femme qui est partie prenante dans ce parti-là. Donc le discours du président, en disant cela, en fait, il est le seul habilité à discuter pourquoi il a dit cela. Mais je serais très mal placé pour dire, bon... vous avez de sa nouvelle, comment elle va, l'ex-première dame? Bon, nous n'avons pas ces nouvelles, mais nous savons par rapport à la presse que, bon, elle se porte assez... Vous avez la nouvelle du ministre Blé Goudé? Le commandant Ouattao a dit qu'il revient en Côte d'Ivoire dans le mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre du ministre? Comment va-t-il jouer sa partition dans le processus de réconciliation? Écoutez, il va revenir, c'est sûr. La Côte d'Ivoire, c'est son pays. Personne d'entre nous n'a pas deux pays. On a un pays. C'est que nous, on reproche au docteur Alassane. Ça veut dire que nous avons une constatation que ce monsieur, elle a deux pays. Il a à la fois ivoirien et les burkinabés. Et ça aussi, c'est aussi ce qui a fait aussi ce débat-là. Mais c'est ce qu'on a dit. Voilà. Et ça fait ce débat-là. C'est-à-dire que nous, les Ivoiriens, qui avons pris cette décision de la mener jusqu'à là, il faudrait qu'on en assume. Parce que les gens, dans ce discours-là, ils oublient que nous, les Ivoiriens, c'est-à-dire qu'à part le chef d'État, qui avons voté, nous avons pris conscience que cet individu, il s'est prévalu de deux nationalités. Oui, mais n'oubliez pas qu'il a été élu à plus de 50%. Donc ça veut dire que là... C'est-à-dire que les Ivoiriens qui ont voté pour lui, qui se posent la question, on se pose la question, c'est-à-dire on l'a voté, mais entre temps, on oublie que le monsieur que nous avons voté s'est prévalu de deux nationalités. Il est à la fois ivoirien, il est à la fois burkinabé. Est-ce que cela est-il bien pour la Côte d'Ivoire, pour quelqu'un? Au moment où nous parlons de cette réconciliation, au moment où nous parlons des fondamentaux de la Côte d'Ivoire, au moment où nous parlons de la Constitution, est-ce que la Côte d'Ivoire, est-ce qu'on va accepter? C'est-à-dire qu'on fait une jurisprudence maintenant. Il faudrait que demain, si un Libanais se présente à la tête de la Côte d'Ivoire en tant que président de la République, il ne faudrait pas qu'on se plaigne. Oui, mais je pense que c'est par rapport certainement à la Constitution. Je voudrais vous poser certainement l'une des dernières questions. La fille de l'ex-première dame, Marie-Antoinette Singleton, a déclaré dans les journaux qu'elle va continuer le combat de ses parents. De quel combat parle-t-elle? Est-ce que vous vous sentez dans ce combat? Effectivement, nous nous sentons dans ce combat parce que le combat que le président Gbagbo mène, c'est un combat de la libération totale de la Côte d'Ivoire. C'est de son colonisateur qui est la France. Donc elle pense que le président Gbagbo certainement a mené un combat qui aurait pu amener la Côte d'Ivoire. Mais la question que je voudrais vous poser ici, quand vous savez, le monde entier est un village planétaire. Absolument. Et quand tout le monde s'est levé pour dire au président Gbagbo, allez-y, pourquoi est-ce qu'il a refusé de partir? Et vous ne pensez pas que si le président Gbagbo était parti en son temps, il pourrait revenir pour être encore le énième président de la Côte d'Ivoire? Pourquoi a-t-il refusé de partir? Jamais vous oubliez que M. Laurent Gbagbo ne s'est pas autoproclamé, entre vous et moi. Est-ce que M. Laurent Gbagbo s'est autoproclamé dans ces élections-là? Moi, c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'il s'est autoproclamé?
Non, c'est les institutions de la Côte d'Ivoire. La Cour constitutionnelle qui a déclaré Laurent Gbagbo vainqueur de ces élections. Laquelle Cour constitutionnelle? La Cour constitutionnelle. Dirigée par... Monsieur Yao Ndri. Dirigée par son oncle, en fait. Mais non, c'est pas ça. Et ça, c'est le discours que vous menez. Et regardez partout en Afrique. À ce poste de responsabilité-là, c'est des amis, c'est des collaborateurs qu'on met à ce poste. Ce n'est pas nouveau en Côte d'Ivoire. Donc on ne peut pas incriminer Laurent Gbagbo d'avoir choisi, mais c'est qui est un éminent juriste reconnu en Afrique et même en Europe à ce poste-là. Et ce monsieur qui proclame les résultats de la Côte selon la constitution de la Côte d'Ivoire. Parce que le problème, quand j'ai parlé au début, là, dans un pays, il faut être légaliste. Parce qu'on aime son pays là. La légalité, c'est très important. Parce qu'on joue avec les lois. Dès que si on ne respecte pas les lois, elles sont bonnes, elles sont mauvaises. Il faut les respecter. Parce que c'est ça qui va nous amener à un développement. Si maintenant on refuse les lois parce que ça ne nous arrange pas, et que demain on veut les accepter parce que ça arrange mal, de l'autre côté aussi on dit non, ça ne nous arrange pas. Est-ce que la Côte d'Ivoire va diriger la Côte d'Ivoire comme ça? Non, c'est pour ça que nous disons que M. Otakola, avec la possibilité, si véritablement elle aime la Côte d'Ivoire, on s'est dit le président Gbagbo est challengé pour dire récontent les voix. Comme vous avez dit dans votre introduction dans ce débat-là, vous avez dit, mais pourquoi Gbagbo tu as refusé? Mais il avait l'opportunité de challenger M. Laurent Gbagbo pour dire, effectivement, comme vous dites qu'on récompter les voix, on va mettre devant le peuple ivoirien. Parce que jusqu'à présent, comme tu le dis dans le discours, comme vous dites dans le discours, le peuple ivoirien, c'est exactement qui a gagné les élections. Parce que dans le camp, réclame les élections, le camp réclame aussi la victoire. Et il y avait une opportunité pour le docteur Alassane devant le pion, tout le monde a challengé tout le monde, il récompte les voix pour voir qui a gagné. Jumeirah, il a refusé. Maintenant, ils sont en train de compter les noms. Les morts, nous sommes à 3000. Et pendant que tout le monde entier s'est réuni pour dire au président Gbagbo... Tout le monde entier, c'est qui? C'est qui? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti? C'est qui? Tout le monde entier, c'est qui? Tous les présidents du monde entier, l'ONU, les différentes institutions internationales. Regardez, je vous ramène sur le discours, je vous ramène sur le rapport du président de l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki. Lorsqu'il est venu, lorsque la crise a commencé, il a été dépêché en Côte d'Ivoire. Il a fourni un rapport. Et dans ce rapport, il a dit faites attention. Parce que les élections en Côte d'Ivoire ne devaient pas avoir lieu. Techniquement. Parce qu'il y a eu tellement d'irrégularités dedans. Mais à qui la faute? À qui la faute ici? Parce qu'on nous parle un peu du désarmement, on nous parle un peu de la réunification du pays. C'est lui qui a signé tous les documents pour qu'on aille aux élections. Je suis d'accord, on a tout Gbagbo de ça, de ci, c'est là et tout. Mais entre-temps, on refuse, on disait au départ, lorsqu'il parlait de désarmement, on disait non, c'est parce que Gbagbo veut rester au pouvoir longtemps, il veut pas quitter le pouvoir, il veut s'éteigner, il veut même pas le désarmement. Est-ce que ça n'est pas donné avec la main droite et puis récupéré avec la main gauche? Non, pourquoi vous tenez ce genre de discours pour dire M. Gbagbo ne veut pas quitter le pouvoir? Entre-temps, il vous dit désarmer pour qu'on évite ce qui est arrivé. On n'a pas écouté parce qu'on s'est dit, parce qu'on est dans une logique, on est avec des amis, on veut forcément enlever quelqu'un parce que ce monsieur mène un combat contre la France, entre guillemets. Ce combat-là, ce n'est pas contre la France, mais contre les présidents qui ont un esprit, je ne sais pas, colonialiste, qui veut en fait à tout prix coloniser l'Afrique. Non, il faut qu'on ne dépasse ce genre-là. C'est ça, on veut sur le combat qu'on mène. Nous, on n'a rien à voir. Si vous regardez dans ce débat-là, nous, on ne parle pas tout du docteur Alassane Ouattara. Nous, on combat contre la France. Contre Sarkozy actuellement. C'était contre Chirac que Sarkozy a repris le combat. Pour l'intérêt. Parce qu'eux défendent l'intérêt de la France. Mais nous, en Côte d'Ivoire, on défend l'intérêt de qui? On ne défend pas l'intérêt de Chirac. Quels sont les conseils qu'aujourd'hui, nous tirons vers la fin de... Il nous reste 5 minutes pour cette émission. Quels sont les conseils, si vous avez à donner, quels sont les conseils que donneriez-vous aujourd'hui au nouveau gouvernement en place? Il faudrait qu'on puisse maintenant respecter les lois établies l'État de Côte d'Ivoire. Tant qu'on ne respecte pas ces lois-là, on les déplace quand ça nous arrange, on les applique quand ça nous arrange, on ne les applique pas quand ça nous arrange. Non, on ne peut pas former, on ne peut pas diriger un État sans se baser sur les lois. Les lois sont là, elles sont mauvaises. Ces lois sont appelées à être changées. C'est pour cela que dans ce débat, il y a les assemblées nationales. Parce que ce que nous oublions, je me permettez, parce que ce débat-là, on accuse tous les chefs d'État. Mais qu'est-ce qu'ils font nos députés dans ce combat-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils sont aussi des élus du peuple, ils se sont assis. Et le chef d'État a lui amené ce combat parce que, quelque part, nos institutions nous donnent ce pouvoir-là. C'est-à-dire qu'il y a un combat à mener entre vous et nous. C'est-à-dire qu'amener à changer nos institutions telles qu'elles se présentent. Il faut des institutions fortes. Nous avons constaté pendant ces élections que la constitution de la Côte d'Ivoire était très faible. Elle n'était pas l'image de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que c'est un combat... Donc, au niveau du FPI, qu'est-ce que feriez-vous aujourd'hui pour la rendre plus forte? Pour la rendre plus forte.
pour l'instant, il faut la respecter telle qu'elle se présente. Mais elle a été bafouée. C'est-à-dire que la mère patrie a été violée par le docteur Alassane Ouattara. Comment voyez-vous aujourd'hui le FPI dans les élections à venir, les municipales et les législatives? On va revenir aux législatifs parce que c'est notre côté. Le président Mamadou Coulibaly a dit que le FPI a été décapité, le FPI a été... Il a dit beaucoup de choses. Hein. Pour l'instant, c'est vrai. Et il a dit que le PDC, le FPI même sortirait carrément désorienté si on partait maintenant aux élections. Dans les élections à venir. Ouais, si on partait maintenant aux élections. Mais les élections législatives, c'est pas pour maintenant. Détrompez-vous, jamais. Ça sera pour pratiquement dans 2 ans ou 2 ans. Parce qu'il y a encore des gens qui sont en train de mourir. On ne peut pas aller aux législatives avec des gens qui sont en train de mourir. Avec les frères qui sont encore dans la rue, avec les gens qui continuent à tuer. On ne peut pas aller aux élections. C'est une facette. Le gouvernement en place a mis, je crois, certainement va programmer les élections pour d'ici la fin de l'année ou bien le début de l'année prochaine. Mais c'est impossible. Donc vous ne pourrez pas y aller. Non, c'est impossible de programmer. Vous n'y serez pas. Non. Si ça fait maintenant, je vous dis que ça serait impossible, c'est un discours politique. Ça serait impossible parce que quelque part là, ils ont un agenda. Il faudrait que le Premier ministre Soro soit président de l'Assemblée nationale au plus tôt possible parce qu'il y avait un deal qui a été fait avec le PDCI et RDR. Il faudrait que, pour ne pas que, d'après l'accuser le docteur Alassane d'un boulanger, comme il aime bien le dire, il faudrait qu'il puisse laver ce fonds là. Il faut forcément donner ce poste de Premier ministre au PDCI comme il a promis. Donc automatiquement, il faut décaler Soro qui est son badi parce qu'il ne le dit pas. Hein? Il n'a jamais pris de décision dans ce sens pour dire, bon, effectivement, moi, je ne suis rien contre dans cette rébellion-là, et les Soro, puis ces clics-là, entre guillemets, ils ne sont pas avec moi. Il n'a jamais pris de décision sévère dans ce raisonnement, parce que, moi, quand tu es un chef de cas, quand vous n'êtes pas ami avec quelqu'un, et quand on vous accuse, vous prenez des décisions, vous êtes libre. Mais on a l'impression que le docteur Alassane Ouattara n'est pas libre dans ce mouvement, parce qu'il ne peut pas prendre les décisions sur le Premier ministre Soro Diom, il ne peut pas prendre les décisions contre les Ouattara ou autres, là, sachant bien que ces gens-là, depuis 2002, ils sont en train de traîner dans les clics. Dans cette rébellion, on vient de tuer IB. C'est-à-dire qu'on sait l'histoire. Donc, il y a des décisions, il faudrait qu'il fasse fort prendre les décisions vis-à-vis des gens, ça pour dire, effectivement, je ne fais pas partie de cette rébellion-là. Ces gens sont, moi, je vais les sanctionner. Mais il ne le fait pas, parce qu'il ne peut pas, parce que s'il se tombe à les sanctionner, demain, il va se retrouver sous la terre. Ça, je vous garantis. Monsieur Niali, nous tirons au soir de cette manifestation, au soir de cette émission. Voilà, la direction d'Ivoire TV me charge de vous dire infiniment merci. On a tenté à plusieurs reprises de vous avoir par rapport à votre programme. Il nous a été facile. Aujourd'hui, je dirais, on vous a eu. On pourrait continuer sur ce débat pendant des heures et des heures, mais malheureusement, le temps qui nous est imparti, tirant vers la fin du temps qui nous est imparti, en 1 minute, votre dernier mot. Écoute, c'est moi qui vous remercie. Hein. Je ne suis pas venu sur ce tableau-là, en fait, sur ce plateau-là, en fait, pour établir une vérité de franchise. En fait, je donne ce que je sais de la politique ivoirienne, ce qu'est la crise. Je ne suis pas venu ici pour convaincre les uns les autres par rapport à ma position en tant qu'un membre de la représentation des FPI, mais je suis sur le plateau pour te dire un certain nombre de vérités concernant le parti, un certain nombre de vérités de tout ce qui s'est passé sur la. Je pense que j'ai eu en fait l'opportunité d'éclaircir un certain nombre de situations. J'ai pu convaincre certaines personnes, d'autres personnes je n'ai pas pu convaincre. Ça aussi, c'est un débat démocratique. Il faut, personne n'a la politique de science infuse. C'est-à-dire que chacun donne son opinion par rapport à une certaine situation. Je pense que l'occasion m'est donnée, c'est vrai. Vous et nous, on a dû sûrement rater un certain nombre de rendez-vous compte tenu de nos programmes. Ça aussi, les États-Unis. Mais je ne manquerai pas à toujours soumettre. Vous faites la promesse à nos amis de revenir? Absolument. Non, ça ne me gêne pas de revenir encore, de tenir un débat avec nos frères d'en face, qui sont maintenant, par la force des choses, qui sont maintenant au pouvoir. Parce que maintenant, il faut gérer ce pouvoir-là. Voilà, on a crié. Maintenant, ce pouvoir, il faut le gérer. J'espère que le docteur Alassane Ouattara va construire les immeubles, les gratte-ciel dans le nord, parce que d'après eux, ils ont été imaginés. On attend de voir ça, nous aussi, pour voir effectivement le développement du nord. Parce que chez nous, on a permis du Laboukou et puis partout là. Et cette fois-ci, on veut aussi réaliser certaines des choses qu'on nous a reprochées, qu'on n'a pas pu réaliser dans le nord. Et c'est ce qu'on attend aussi pour dire. C'est pour cela qu'on est d'accord, c'est pour ça qu'on est content d'être dans l'opposition, pour ne pas pervenir à ce gouvernement, pour pouvoir mieux la critiquer. On ne dira pas que voilà, vous étiez dans ce gouvernement-là, comme ils l'ont fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir pour moi d'être sur ce plateau-là, monsieur Chazamé. Merci bien, mon cher frère. Chers amis d'Ivoire TV, chers amis des grandes interviews de Germain Kwasi, comme vous l'avez constaté, ce soir, je recevais monsieur Niali. Il est connu au niveau des États-Unis comme un étant fervent membre du FPI. Il a dit tout à l'heure, à plusieurs reprises, nous avons essayé de l'avoir. Dieu merci, on l'a eu aujourd'hui. Vous avez
vu que le débat il était vraiment houleux, un monsieur est très passionné. Voilà, et il a dit qu'aujourd'hui le FPI est d'accord d'être dans l'opposition, de sorte à pouvoir critiquer le pouvoir en place. Et je pense que c'est ce que chacun de nous doit faire, critiquer le pouvoir en place, mais tout en projetant notre vision dans le futur et surtout, je dirais, en allant à cette réconciliation. Chers amis des grandes interviews de Germain Kwasi, bonsoir, et je prends rendez-vous avec vous le mercredi prochain, comme il est de coutume. Bonsoir. Mon cher frère, merci d'être venu, et puis on reste en contact. Absolument. Voilà.